Bonjour. Cette seconde vidéo, consacrée aux conflits relationnels du travail, met le focus sur le harcèlement moral dans la fonction publique. Le lien qui vous permet de la visionner n'a été adressé qu'à des entités publiques. La vidéo elle-même n'est pas accessible sans ce lien. Je dois d'abord vous dire que les 3 fonctions publiques sont clientes de l'Institut de droit pratique depuis fort longtemps et que je ne connais que trop bien les problèmes de management, pour employer cette expression issue de l'entreprise, auxquels elles sont confrontées. À la différence du secteur privé, le harcèlement moral n'émerge qu'exceptionnellement à l'occasion de la rupture du contrat de travail, du moins en ce qui concerne les fonctionnaires titulaires. Mais ce n'est pas pour autant que le problème ne se pose pas, parfois avec plus d'acuité encore, une solution s'avérant plus difficile à mettre en place. À quelques détails près, la législation du harcèlement moral et aussi du harcèlement sexuel est la même pour tous, secteur privé et public. Et il est même largement admis que la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation, bien plus abondante en cette matière que celle du Conseil d'État, a vocation à s'appliquer à tous. Il en va évidemment de même de la jurisprudence pénale, le harcèlement moral étant visé dans le statut de la fonction publique, le Code du travail et le Code pénal. À la fin de cette vidéo, je vous lirai un extrait d'un très intéressant arrêt du Conseil d'État rendu en 2006, mais pour des faits antérieurs à la loi de modernisation sociale de 2002, loi qui a introduit le harcèlement moral dans le statut de la fonction publique. Cela n'a pas empêché la haute juridiction administrative de rendre une décision dont la teneur aurait sans doute été identique si les faits s'étaient produits après 2002. Au-delà de la question juridique et judiciaire, la problématique du harcèlement moral s'inscrit aussi dans la prévention et le traitement des risques psychosociaux, dans celle des relations sociales et même dans celle de la productivité du travail, une notion à laquelle le secteur public est et sera à l'avenir de moins en moins étranger. Le harcèlement moral se rencontre souvent dans une relation de subordination. Mais pas seulement. On voit de tout. Autoritarisme exacerbé, comportement pervers, haine tenace entre agents, comportements qui suscitent des réactions excessives pouvant dériver vers le harcèlement, sans parler de l'utilisation du harcèlement pour pousser à la faute ou à la démission des salariés qu'il serait trop coûteux ou trop compliqué de congédier par d'autres moyens. Il advient aussi que des chefs de service, des cadres, peut-être eux-mêmes sous pression, soient tentés de prendre quelques aises avec la lourdeur du droit disciplinaire, au bénéfice de méthodes qui, sans caractériser la moindre intention de nuire, peuvent alimenter un processus harcelant. En quelque sorte, on peut harceler à son insu, comme l'a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 10 novembre 2009. Le même chef de service, et au-delà, l'administration elle-même, peuvent être sanctionnés pour ne pas avoir mis un terme au harcèlement, au nom d'une obligation de résultat imposée par la jurisprudence. Aujourd'hui, il ne suffit pas de traiter le problème, par exemple avec une cellule pluridisciplinaire, un numéro vert ou une consultation de psychologue du travail. Il faut y mettre fin, ce qui est parfois extrêmement compliqué en pratique. Mais à l'inverse, on déplore également des phénomènes de résistance abusive à tout changement, conduisant à brandir le harcèlement moral là où il n'y a qu'exercice légitime du pouvoir de direction, d'organisation, d'encadrement et aussi de sanction de l'employeur. Les agents et leurs divers représentants ou soutiens confondent parfois ces droits légitimes de l'employeur avec le harcèlement moral, l'abus d'autorité ou encore la discrimination. Dès qu'un ordre ou une instruction ne convient pas, dès qu'une réorganisation du service bouscule des habitudes, dès qu'une remarque, une critique, même légitime, déplaît, on se considère harcelé. Chose promise, chose due. Je vais à présent vous lire l'extrait d'un arrêt rendu par le Conseil d'État le 24 novembre 2006, assez symptomatique de situations complexes dans lesquelles la responsabilité d'une situation devenue invivable peut être partagée. Je cite. Après un changement d'affectation, les relations d'un agent avec sa hiérarchie et notamment avec la responsable du service se sont rapidement dégradées. Cette dernière, en raison de l'attitude jugée récalcitrante de l'agent, ne lui a plus adressé d'instructions que par voie écrite, parfois même par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, incitant ses collaborateurs à faire de même et multipliant à cette occasion les consignes inutilement tatillonnes, y compris pour les tâches les plus simples dans lesquelles la requérante a été progressivement confinée. Celle-ci a vu son comportement et ses capacités professionnelles systématiquement dénigrées dans des termes souvent humiliants pour un agent de son ancienneté et son honnêteté mise en doute à plusieurs reprises
sans que jamais une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ou de sanction disciplinaire ait été engagée à son encontre selon les formes et les garanties prévues par son statut. L'isolement de cet agent au sein du service a été renforcé par des mesures vexatoires, alors même que l'intéressé a, à de nombreuses reprises, attiré l'attention de son supérieur sur ses difficultés. Aucune mesure n'a été prise pour mettre un terme à cette situation qui a conduit à son placement en congé de maladie pour un état dépressif pendant 5 mois et demi. Cette carence a rendu possible la persistance sur une période d'au moins 6 ans de ces agissements qui, par leur répétition, ont excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans les circonstances de l'espèce, ce comportement a, dans son ensemble, et indépendamment même des dispositions de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale prohibant le harcèlement moral dans la fonction publique, qui n'était pas en vigueur alors, constituait une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration. Mais l'agent, la victime, qui regardait comme illégale et injustifiée son affectation, a fait preuve tout au long des années en cause, et sous couvert de défendre l'intérêt du service, d'une mauvaise volonté persistante dans l'accomplissement des tâches qui lui étaient imparties, ignorant ou critiquant fréquemment les consignes qui lui étaient données, en dénonçant celles-ci à tout propos en termes péremptoires dans des courriers adressés aux directeurs voire aux autorités de tutelle. Ainsi, l'agent a largement contribué, par son attitude, à la dégradation des conditions de travail dont il se plaint. Si cette circonstance n'est pas de nature à retirer leur caractère fautif aux agissements de sa hiérarchie, elle est, dans les circonstances de l'espèce, de nature à atténuer la responsabilité de l'administration à hauteur de la moitié des conséquences dommageables de celle-ci. Il lui est accordé une indemnité de 5 000 € en réparation du préjudice moral. Fin de citation. En formation, nous décortiquons cet arrêt et quelques autres, car il résume à lui seul plusieurs éléments clés de cette problématique, comme la notion de répétition, d'altération des conditions de travail, de contournement des procédures disciplinaires, de résistance au changement et d'attitude de la victime. Pour conclure, je dirais qu'un chef de service, qu'un cadre, doit savoir ce qu'est le harcèlement moral et ce qu'il n'est pas, savoir le détecter, l'identifier, le sanctionner, mais aussi disposer de références jurisprudentielles pour convaincre l'agent qui évoquerait à tort un harcèlement imaginaire, d'abord qu'il se trompe, et ensuite que cette erreur d'appréciation peut se retourner contre lui, ce qui est d'ailleurs le cas environ 7 fois sur 10 devant les conseils de prud'homme et leurs juridictions d'appel. Il n'y a aucune raison que cette proportion soit si différente devant le juge administratif. À bientôt pour une prochaine vidéo et qui sait, pour une formation chez vous ou chez nous.